Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence sur les frelons asiatiques. Donc, pour nous parler de ce sujet, nous avons invité deux personnes qui font partie du GDSA, qui est le groupement de défense sanitaire des abeilles, donc Monsieur Clerc et Monsieur Bernam. Ils vont nous parler de cette question. C'est un sujet dont on parle de plus en plus dans les médias. On parle beaucoup de l'expansion des frelons asiatiques. C'est quelque chose qui peut faire peur. Et le meilleur moyen, en fait, de s'en défendre, c'est de connaître le sujet. Et nos invités vont pouvoir nous donner des petites solutions pour participer contre cette lutte contre l'expansion des frelons asiatiques. Donc, je vais céder la parole à nos intervenants. Je tiens juste à préciser qu'à l'issue de la présentation, vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous posez vos questions par écrit sur Facebook et nous retransmettrons les questions aux intervenants. Bonsoir. Gérard Bernam, Lionel Leclerc, tous les deux, nous ne sommes pas des scientifiques. Nous sommes simplement des apiculteurs qui défendons l'apiculture. Le frelon agresse l'apiculture, donc nous nous attaquons au frelon. Nous ne sommes pas des scientifiques, ça veut dire que je ne cherche pas à étayer quelque thèse que ce soit sur le plan scientifique. Il y a des gens qui le font, notamment je pense à Éric Darouzet, qui est un scientifique qui travaille au CNRS, qui a fait un livre d'ailleurs sur le frelon asiatique. Je crois qu'on est tout à fait en phase avec lui sur la connaissance du frelon, sur les habitudes du frelon, peut-être quelquefois certaines divergences sur les modalités de défense que nous mettons en œuvre. Voilà. Lionel est un vieil apiculteur. Je suis plus jeune que lui, mais c'est lui qui est venu m'inspecter la première fois quand j'étais apiculteur. Il est venu voir mes ruches et me dire comment il fallait faire. Voilà, vous avez le frelon asiatique, vous voyez qu'il est extrêmement sympathique, avec des mandibules extrêmement puissantes, avec lesquelles il est capable de couper une abeille en 3 ou 4. On va le voir. Donc voilà le frelon asiatique en vol. Tu peux suivre là sur le machin si tu veux. Et je vais vous dire tout de suite donc, ce que nous allons aborder comme point lors de cette intervention. Donc pourquoi les apiculteurs s'intéressent-ils au frelon asiatique? Quelle est l'origine et la progression du frelon asiatique en France et plus largement en Europe? Comment reconnaître le frelon asiatique? Où on le trouve? Le cycle du développement de la colonie, les risques liés. On parle beaucoup de... C'est un animal qui apparaît comme très méchant, on va en parler. Et les techniques de défense. Comment on fait pour piéger le frelon? Que faire en cas de suspicion de présence ou en cas de présence avérée? Voilà. Et la destruction des nids, comment s'y prendre, étant entendu que ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Sans formation et sans outillage, il ne faut surtout pas s'en occuper. Alors pourquoi les apiculteurs? Le classement du frelon asiatique, il est classé comme espèce exotique envahissante en Europe et classé danger sanitaire de seconde catégorie pour les abeilles. Cette classification date de 2012. Ça signifie, danger sanitaire de seconde catégorie, ça signifie que celui qui a un nid de frelon chez lui a la charge de le détruire. Ça n'est pas l'État, ça n'est pas la commune, ça n'est pas le département, c'est chacun traite comme si vous aviez des nuisibles chez vous, des rats ou autre animal nuisible. Donc ça n'est pas à la charge de l'État. Les organisations sanitaires apicoles régionales et départementales se sont donc organisées parce que ça paraît un peu difficile de simplement dire chacun doit s'en occuper. Si on ne s'en occupe pas tous ensemble, c'est le frelon qui règne en maître. Un décret qui a été sorti par Madame Royal, c'est un des derniers décrets qu'elle a pris lorsqu'elle était ministre de l'Environnement en 2017. Elle a demandé au préfet de faire éradiquer, de prendre les moyens de faire éradiquer les nids de frelons asiatiques. Ça ne veut en aucun cas dire, parce qu'il y a eu des confusions là-dessus,
Ça ne veut en aucun cas dire que le préfet va payer. Le préfet peut dire à quelqu'un, Madame, Monsieur, vous avez un nid de frelons asiatiques chez vous, je vous demande de le faire enlever par un professionnel, par qui vous voulez, et de payer l'intervention. Voilà, le préfet peut exiger, mais il n'a aucunement charge du budget. Alors pourquoi c'est un danger? Pour les abeilles d'abord, parce que le frelon se nourrit, on dit que en gros 60% de sa nourriture est constituée d'abeilles. Il mange les abeilles et surtout il stresse la colonie parce qu'il a un mode de comportement devant la ruche tel que les abeilles s'aperçoivent du danger, mais elles ne savent pas s'y prendre et du coup elles sont très inquiètes. On voit la colonie qui se tend, les abeilles qui se retrouvent sur la planche d'envol très tendues et ce stress se communique à la reine de la colonie d'abeilles et ça bloque la ponte de la reine. Or, en général, les dégâts se font au mois de septembre-octobre. C'est le moment où la reine doit pondre les abeilles qui vont tenir la colonie pendant tout l'hiver. Si la reine ne pond pas à ce moment-là, la colonie est foutue. Donc c'est un vrai danger pour l'abeille. Pour les hommes, je vais le dire, je vais le redire un certain nombre de fois, le frelon asiatique n'est pas agressif du tout. Ne craignez pas de voir un frelon asiatique à côté de vous. Il n'est pas agressif. Par contre, si vous vous approchez du nid, ce n'est pas qu'il est agressif, c'est qu'il est virulent. Et là, il attaque très fort. Donc surtout, ne pas toucher au nid. Mais des frelons asiatiques en butinage, des fois on en voit énormément dans des murs de lierre ou dans des saules. Il y a énormément de frelons, mais vous pouvez passer sous le saule, vous ne serez absolument pas agressé, les frelons ne s'occupent pas de vous. Ils ne sont pas agressifs du tout. Donc ce n'est pas la peine de s'attaquer à l'animal, c'est le nid qui pose problème. Voilà le frelon. Donc il attrape une abeille, et avec ses mandibules que vous avez vues tout à l'heure, il lui coupe l'abdomen, qu'il évacue, il lui coupe la tête, et il broie le thorax, c'est l'endroit où se trouvent les muscles de l'abeille, et ça lui fait des protéines pour nourrir ses larves et pour se nourrir lui-même. Donc il dépeste très vite l'abeille. Alors, comment le frelon asiatique est-il arrivé? On raconte que des poteries sont arrivées de Chine dans le port de Bordeaux et livrées dans le Lot-et-Garonne. Ces poteries, une fois livrées dans le Lot-et-Garonne, il y avait des frelons dans les poteries. Donc un ou plusieurs. Donc ces frelons sont sortis, ils ont trouvé que l'air était bon et ils se sont mis à organiser, à créer des colonies. Et le Lot-et-Garonne a été le premier département infesté de frelons asiatiques. Et alors je vais vous passer, chaque diapo représente une année. Vous allez voir comment progresse le frelon. 5 minutes, on s'arrête là-dessus. Ici, le frelon asiatique s'est développé, on voit la progression sur la France, et puis tout d'un coup, il y a une tâche qui est loin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que nous-mêmes, il n'y a pas que les Chinois qui transportent le frelon, nous-mêmes, on a transporté, en transportant des poteries, en transportant des billes de bois, n'importe quoi, et on a transporté les frelons plus loin. Donc, on participe, nous-mêmes, à la propagation du frelon. Je continue les années, vous voyez que et là, il est déjà... la progression est forte, et même le Brexit n'a pas empêché l'arrivée en Angleterre du frelon. Voilà, la France est maintenant complètement couverte, la Belgique est déjà prise, en Allemagne, au Portugal, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Donc voilà, 2021, on va voir ce que ça va donner. En Seine-et-Marne, les premiers frelons asiatiques que nous avons vus, c'est en 2014. 2014, on a vu quelques frelons, on a eu l'information d'un nid, mais ça n'a pas été plus loin. 2015, une dizaine de nids. Puis, vous voyez, 50 nids, 400 nids, 800 nids, 500 nids en 2019. On a eu une petite pause entre 2018 et 2020, avec la 2019 qui a été moins chargée. Et 2020, c'est au moins 1000 nids, dont facilement 200 nids qui n'ont pas été traités. Et vous allez voir pourquoi c'est très important, parce que les nids non traités sont des nids qui transfèrent et qui répandent le frelon asiatique partout. d'autres. Tu interviens quand tu veux. Hein.
Alors, comment reconnaître le frelon asiatique? Ce n'est pas parce qu'il est asiatique qu'il est plus gros que le frelon français, ou le frelon dit frelon européen. Je vous en dirai 2 mots après. Quand vous voyez passer un frelon asiatique, vous voyez du noir. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, le frelon asiatique s'appelle Vespa velutina nigrithorax. C'est-à-dire que le thorax est complètement noir. Et quand on voit passer le frelon, on voit du noir et quelques petites taches oranges sur le dos du frelon. La tête, la face est orange et les pattes jaunes. Très caractéristique, les pattes jaunes. Donc voilà le frelon asiatique. Voilà. La différence essentielle entre le frelon asiatique et le frelon européen, vous avez l'abdomen du frelon européen à droite et l'abdomen du frelon asiatique à gauche. Le frelon européen a un abdomen très jaune et noir, alors que celui du frelon asiatique, il est noir avec une tache orange. Juste un liseré orange. Je vais vous montrer la comparaison. Voilà. Donc, celui qu'on appelle frelon européen, à franchement parler, il n'est pas plus européen que ça, parce qu'il vient aussi d'Asie. Mais il y a quelques centaines d'années qu'il est là. Le frelon européen est plus gros que celui qu'on appelle frelon asiatique maintenant. Il a pratiquement 1 cm de plus. Disons, pour aller vite, 3 cm le frelon asiatique, 4 cm le frelon européen. Il est plus gros. Quand vous voyez passer un frelon européen, vous voyez du jaune et du marron. Les pattes, le thorax, la tête, c'est tout marron. Et l'abdomen, très jaune. Quand vous voyez passer un frelon asiatique, vous voyez du noir et un peu d'orange. C'est assez facile à reconnaître. Vous voyez, voilà la taille du frelon européen et la taille du frelon asiatique, c'est à peu près à l'échelle. Une caractéristique des nids, on le reverra tout à l'heure, les nids sont des ovales, avec en général l'entrée du nid sur le côté en haut du nid. Vous avez le trou, vous voyez, qui est dans un carré, le trou qui est en haut, c'est l'entrée du nid, toujours sur le côté en haut. Alors que si vous voyez un nid de frelon européen, mais vous le verrez rarement dans ces dispositions-là, il est en général plus bas ou dans des murs, mais en général, l'entrée du nid de frelon européen est par le dessous, alors que le frelon asiatique, c'est en haut et sur le côté. Voilà, une disposition assez caractéristique du frelon asiatique qui monte très haut dans les arbres. À cet endroit-là, il est seul. Il n'y a pas d'autres animaux qui y vont. Alors, il y a plusieurs stades de construction du nid. Nous sommes au mois de mars. On est en train de sortir de l'hiver. Tous les nids qui n'ont pas été traités ont libéré. Un gros nid peut libérer jusqu'à 400-500 mères fondatrices. Ces mères fondatrices sont des femelles qui ont été fécondées et qui sont parties s'enterrer. Elles s'enterrent dans le sol. Des fois, elles s'en vont très loin. Elles peuvent partir à plus de 10 km du nid. Elles s'enterrent et elles ressortent au mois de mars, avril. Et elles commencent tout de suite à construire un nid. La construction du nid, c'est le seul cas de nid de frelon asiatique où l'entrée est en dessous. Là, vous voyez, je suis pris en défaut sur ce que je vous disais. Au stade embryonnaire, l'entrée du nid est en dessous. Les 2 autres nids, c'est parce que la photo a été prise par le dessous. Voilà. Donc elle construit un nid qui est en gros entre la balle de ping-pong et la balle de tennis. En général assez blanc. Et à l'intérieur du nid, elle construit un petit plateau dans lequel elle va pondre 15-20 œufs de frelons. Et elle va pondre ses œufs. Et elle va attendre l'éclosion, c'est-à-dire que ces œufs deviennent des frelons, pour faire une première équipe avec laquelle elle va partir de ce nid primaire, de ce nid embryon, et construire un nid primaire. Voilà la construction en accéléré. Et vous voyez tout de suite d'ailleurs que ce n'est pas un frelon asiatique, mais c'est un frelon européen qui est en train de construire, mais le processus est exactement le même. Voilà, durant mars-avril, donc nous n'avons que des mères fondatrices. Les colonies sont mortes. Elles sont mortes au mois de décembre, en gros. Il ne reste pas de mâles, pas d'ouvrières, il n'y a que les mères fondatrices.
D'où l'intérêt pour le piégeage, tout à l'heure, on va en parler. Donc, lorsque la saison avance, mai-juin, le nid peut avoir plusieurs dizaines d'individus. Dès l'instant que les premiers frelons, les premiers œufs vont éclore et donner naissance à des ouvrières, là, on a un comportement de nid primaire et le danger commence. Le nid embryon n'est pas dangereux. N'importe qui peut détruire un nid embryon. La mère fondatrice n'attaquera pas. Elle essaye de défendre son nid, mais elle n'a quasiment pas de moyens. Et si on intervient sur le nid, ou elle reste dans le nid, elle sera écrasée avec le nid, ou elle s'en va. Mais elle n'attaque pas. Par contre, dès qu'il y a des ouvrières, là, il y a un réflexe de colonie et le danger commence. Donc, dès l'instant qu'on voit le commencement d'un nid, voilà le nid primaire. Là, on est passé, vous voyez, de la balle de tennis, balle de ping-pong, à la taille d'un ballon de foot. Donc là, ça y est, le nid a une enveloppe qui est construite avec de la cellulose. Les ouvrières vont chercher de la cellulose. Elles font un travail magnifique, d'ailleurs, quand on regarde, c'est extrêmement joli. Vous avez des différences de couleurs qui sont dues au fait que chaque ouvrière va chercher de la cellulose sur des arbres différents et ramène des couleurs différentes. Elle les entasse et ça fait une forme qui est assez jolie, très, très isolée et construit dans le nid primaire. Vous allez retrouver des nids primaires absolument partout. On va voir les situations dans lesquelles on les a trouvés. Donc c'est généralement, en tout état de cause, près des habitations. Le frelon est un animal urbain. Alors on en trouve, et c'est le gros danger, ces nids primaires dans les haies. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que vous voulez tailler votre haie, donc vous commencez à tailler votre haie, vous arrivez à la hauteur d'un nid, vous dérangez le nid, là il se met en ébullition et vous êtes attaqué. Et malheureusement, même si vous vous sauvez en disant « ça y est, il y a des frelons, je m'en vais », le nid il est en ébullition. Quelqu'un d'autre passe le long de la haie, il va y avoir droit, parce que pendant 1 heure ou 2, le nid reste en ébullition. Donc il est dangereux, il est mauvais. C'est très dangereux. C'est la période la plus dangereuse. Donc on en a retrouvé, vous voyez, dans un baby-foot, alors c'est dans une boîte aux lettres, dans un compteur à gaz. Ça c'est régulier. C'est assez régulier, oui. Sous les plaques d'égout. Alors ça c'est très dangereux. C'est étonnant, ben oui. Sous les plaques d'égout, c'est... Vous avez le trou de la plaque d'égout et le nid est en dessous. Quand on soulève la plaque, on voit le nid qui est en dessous. Mais vous passez au-dessus de la plaque d'égout, vous dérangez le nid, vous pouvez y avoir droit. Hein. C'est très très dangereux. Dans une tombe, bon, on se passe de commentaires, un gardien de cimetière m'avait dit c'est normal, c'est des charognards, donc de les retrouver là, mais enfin ça c'est pour... Voilà, on a retrouvé, les nids sont souvent bas et dans l'urbain. Bas, ça veut dire, toutes les situations que je viens de vous décrire, c'est à hauteur d'homme, si je puis dire, hein, en dessous de 2 mètres. On a retrouvé très peu dans la terre, mais là c'est un cas un peu exceptionnel où on l'a trouvé dans la terre, on voit l'entrée du nid juste sous le tissu de pelouse là. L'approche du nid est souvent imprévisible, et donc c'est toujours au mois de juin, juillet, qu'il y a des accidents, parce qu'on s'approche sans s'en rendre compte d'un nid de frelons, et là, tous les ans, il y a des personnes qui partent aux urgences. Éric Darouzet, dans son livre, a analysé le venin de frelons. Je peux vous dire qu'une personne qui habite toujours d'ailleurs, heureusement pour elle, à côté de chez moi, m'avait appelé parce qu'en ouvrant une poubelle, sous le couvercle de la poubelle, il y avait un nid de frelons. Elle était piquée à la tête. Je suis arrivé 2 minutes après. Quand je suis arrivé, la personne était pratiquement sans connaissance. On a appelé les pompiers sont venus. Ils l'ont fait un massage cardiaque, ils l'ont emmené à l'hôpital. Il y est resté 48 heures. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai dit, c'est un choc anaphylactique, c'est une allergie? Absolument pas. C'est le venin de frelon a fait chuter le rythme cardiaque, d'où l'évanouissement de la personne. J'ai eu une autre personne qui, au contraire, ça a fait accélérer le rythme cardiaque. Donc elle s'est évanouie de la même manière. Donc c'est dangereux, ça n'a rien à voir avec une allergie. Si vous êtes allergique et piqué par un frelon, évidemment,
c'est encore plus dangereux. Mais le danger le plus souvent, ce n'est pas l'allergie, c'est la caractéristique même du venin. Ceci étant, il ne faut pas dire que toute piqûre de frelon va provoquer un évanouissement. Ce n'est pas vrai. J'ai vu une personne, 12 piqûres, aucune réaction. Voilà. On est très inégaux, on réagit de façon différente, et je pense qu'il doit y avoir probablement l'endroit de la piqûre n'est pas toujours le même, et il y a des endroits qui sont peut-être plus dangereux que d'autres. Voilà, les nids. Alors, on a vu le nid embryon, le nid primaire, maintenant le nid secondaire, très souvent dans les arbres, et très haut, c'est 10, 20, 30, 40 mètres. On a vu dans le château de Fontainebleau, dans le parc du château, à 40 mètres de hauteur, ça pose un sacré problème, parce que pour aller l'enlever, le gestionnaire du château, il ne veut pas voir une nacelle rentrer dans le parc, il faut se débrouiller. On a été obligé d'aller chercher les nids à 40 mètres avec un grimpeur. Imaginez-vous, avec la tenue anti-frelon, c'est particulièrement sympathique. Voilà, très haut dans les arbres, mais on peut en retrouver dans les haies. J'ai retrouvé au mois d'octobre, à Ponthierry, un nid pratiquement haut comme ça, facilement, dans une broussaille de ronces. Donc c'était vraiment un nid secondaire, mais qui était resté au sol. Donc les ronces faisaient que personne ne s'en approchait, mais on s'en serait approché sans savoir. Le danger était réel. Voilà. La réaction, des fois, des personnes, c'est de se dire, le nid, il est dans un arbre dans mon jardin. Mais ça ne me gêne pas, moi je ne vois pas les frelons. Les frelons ne me dérangent pas. Donc, écoutez, si on se trouve dans de mauvaises conditions pour enlever le nid, la personne dit, elle va sur Internet, elle regarde, elle s'aperçoit que le nid de frelon au mois de décembre, il est mort. Elle dit, c'est pas la peine de mettre de l'argent pour faire enlever un nid, j'attends le mois de décembre et je l'enlèverai. C'est ne pas tenir compte des aléas climatiques. Notamment, on a eu un nid qui est tombé dans la commune de Torcy, un gros coup de vent, le nid s'est décroché, il est tombé au sol dans une résidence. Évidemment, les frelons, ils n'étaient pas très contents. Il y avait des enfants dans la résidence, donc tout le monde est rentré, et on nous a appelés, on y a été, on a enlevé le nid, et je peux vous dire, je vous en reparlerai tout à l'heure de ce nid tombé pour vous parler des désinsectiseurs. Voilà. Donc le nid secondaire, très souvent dans les arbres, c'est en principe assez solide, parce qu'ils construisent le nid sur l'intersection de plusieurs branches, ce qui fait qu'il y a un équilibre qui se crée et le nid n'est pas facile, bien souvent, à décrocher. Ceci étant, parce qu'il est sur des branches croisées, quand il y a du vent, ça peut écarter les branches et à ce moment-là, casser le nid. Voilà. Donc le nid, c'est le nid définitif. Celui-là peut aller jusqu'à 1 mètre de haut, sur 80 cm de large. Le nid secondaire peut contenir jusqu'à 6000 frelons. Il grossit toutes les semaines jusqu'à atteindre sa taille définitive. Toutes les semaines, il va grossir de 5 à 6 cm. Les frelons travaillent en permanence le nid. Voilà. Et ce nid, qui va faire 1 mètre sur 80 cm de large, il va contenir entre 400 et 500 femelles fondatrices. Voilà. Donc, en principe, quand ils sont dans les arbres à ces hauteurs-là, il y a peu de danger, peu ou pas de danger, puisqu'on ne peut pas approcher le nid. Et effectivement, quelqu'un qui a dans un arbre un nid dans son jardin n'a pas de danger au sol. Il ne peut pas approcher à moins de 5 mètres du nid, sauf à aller sur l'arbre et puis à se mettre à cogner sur l'arbre de façon répétitive. Enfin, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait. Voilà. Donc, en principe, il n'est pas dangereux pour les personnes tant qu'il est là-haut, stable. Voilà. Donc 400 mères fondatrices. Alors, quelques mots sur le cycle du frelon. Je vous l'ai déjà pratiquement tracé, mais on arrive, vous avez le stade, donc au mois de février, mars, avril, c'est les nids, les femelles fondatrices sortent, créent un nid embryon, le tout petit nid, balle de ping-pong, balle de tennis, pondent les premières ouvrières, et ensuite on arrive mai, juin, juillet, tout ça
ça peut se décaler en fonction des années et du climat. L'année dernière, on avait les fondatrices, jusqu'à presque mi-juin, il n'y avait que des fondatrices. Puis tout d'un coup, c'est parti et ça a été très rapide. Donc, mai, juin, juillet, les nids vont grossir, les nids primaires, donc dans les haies, et petit à petit, fin juillet, les nids s'installent en hauteur, en août, et alors ils sont à pleine maturité au mois de septembre. C'est au mois de septembre que le danger est particulièrement fort sur les ruches. À cette époque-là, arrivent les premiers individus sexués, les ouvrières, et les mères fondatrices, pardon, et les mâles. Et c'est au fur et à mesure de leur fécondation, les fondatrices vont commencer à quitter le nid dès le mois de septembre. Donc, imaginez 400 mères fondatrices, ça commence à partir au mois de septembre. Donc, dès l'instant que le nid se vide de ses fondatrices, il devient de moins en moins intéressant pour nous. Parce qu'on va détruire un nid, mais il n'y a plus de fondatrices derrière, donc le mal est fait. Les fondatrices étant parties, les colonies vont se répandre un peu partout. En octobre, novembre, pratiquement, le nid va décliner jusqu'à fin novembre, pratiquement. Il reste des fois quelques frelons dans le nid, mais sans grande activité et avec peu de danger. Mois de décembre, en principe, il n'y a plus personne. Voilà. Donc la destruction des nids est très utile dès l'instant qu'on a affaire aux nids primaires. Bien sûr, les embryons, chaque nid embryon qui est détruit, c'est une colonie en moins. Les nids primaires donc, sont intéressants et les nids secondaires. À partir du mois de novembre, la destruction des nids ne présente plus grand intérêt parce qu'il n'y a plus rien dedans et ça ne peut plus se propager. Et le danger est pratiquement nul. Voilà. Donc les risques liés aux frelons, danger pour la population, isolé, je vous l'ai dit que j'allais le répéter, isolé, le frelon n'est pas agressif. J'ai vu dans un parc de château à Savigny, il y avait une magnifique haie de saules, une tonnelle de saules qui était splendide, et il y avait plein de frelons dans la tonnelle de saules. Le gardien m'appelle, il me dit « Venez vite, il y a un nid ». Je lui dis « Il est où le nid ?» Il n'y a pas de nid. Il y a beaucoup de frelons. Ben oui, il y a beaucoup de frelons, mais beaucoup de frelons, ça ne fait pas un nid. Et tant que je suis rentré devant lui sous la tonnelle de saules, j'avais des frelons tout autour de moi, je ne me suis absolument pas fait agresser. Il n'y a aucun danger, pratiquement aucun danger, sauf à prendre un frelon dans la main, évidemment. Et encore, même là, il risque peut-être de vous piquer, mais il ne mettra pas la dose. Parce qu'il va piquer pour se dégager, mais pas pour vous attaquer. Il n'attaque pas, il n'est pas agressif. Par contre, dès qu'on s'approche du nid, là, il est extrêmement dangereux. Et là, il est virulent. Et le problème, c'est que le nid approché devient virulent pendant plusieurs heures. Le dard peut percer jusqu'à 6 mm. C'est impressionnant de voir le dard. Et si le frelon n'arrive pas à piquer, il peut projeter le venin. Et en général, il le projette, il sait où est la tête. Hein. Il le projette sur la tête. Donc on est obligé de protéger les yeux. Moi, je porte des lunettes, j'ai déjà une première protection naturelle, mais il va viser les yeux. Hein. On le voit notamment quand on le filme. Petit à petit, la caméra va se brouiller parce qu'il jette du venin dessus. Voilà. Il y a tous les ans, il y a des morts en France. Il n'y en a pas eu, à ma connaissance, en Seine-et-Marne. Il y a des personnes qui ont été très mal, qui ont fait des petits séjours à l'hôpital, des fois prolongés, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mort, enfin, à ma connaissance. Mais c'est très difficile de savoir, tous les ans, le nombre de personnes qui ont été piquées par des frelons asiatiques et qui sont allées aux urgences. Parce que dans les hôpitaux, j'ai essayé plusieurs fois de le demander, mais dans les hôpitaux, on va dire piqûre d'hyménoptère, mais pas piqûre de frelons asiatiques. Voilà. Donc, on a du mal à avoir des statistiques. C'est dommage, ce serait intéressant. Donc, les personnes qui sont particulièrement exposées,
c'est chacun d'entre nous dès l'instant qu'on prend le risque de s'approcher, mais vous avez notamment dans les collectivités locales, le personnel qui s'occupe de l'entretien des espaces verts est un personnel très exposé. Comme toutes les entreprises paysagistes, quand ils vont tailler les pelouses, les haies, c'est là qu'il y a des accidents et des fois des accidents très graves. Voilà. Alors, il arrive, je le mets comme danger, mais ce n'est pas dangereux. C'est désagréable. Quand vous avez un marché avec un étal de poissons, Lionel peut en parler, il fait les marchés très souvent, les poissonniers, ils ont le privilège d'avoir des frelons tout autour d'eux. Les poissonniers, les bouchers. Les bouchers également, parce que il y a de la viande, il y a en fait des protéines en puissance pour le frelon qui l'intéressent beaucoup. Donc il vient. Il n'est pas dangereux, il ne va pas attaquer. Mais imaginez-vous, vous êtes en train de vouloir acheter un poisson ou un beefsteak, vous avez des frelons qui tournent autour de vous, vous partez. Hein. Vous allez acheter un beefsteak dans un supermarché emballé dans du plastique, et comme ça vous êtes tranquille, mais vous ne verrez pas le frelon. Donc ça gêne énormément. Voilà. Attention à une chose, c'est les locaux peu fréquentés. J'ai notamment à Livry-sur-Seine une personne il avait fait sec tout l'été, et puis à la fin de l'été, l'herbe commençait à repousser. Il va chercher sa tondeuse qu'il n'avait pas touchée de tout l'été, puisqu'il n'y avait pas besoin de tondre. Il ouvre son cabanon de jardin dans lequel il avait mis la tondeuse, et derrière la porte, il y avait un nid de frelons. Eh bien, il a pris 4 piqûres d'un coup. Il a très bien réagi, il a été chez le pharmacien, on lui a donné des antihistaminiques, il est très bien. Il m'a appelé, je suis allé là-bas. Je peux vous dire que le nid, il était extrêmement nerveux. Quand j'ai ouvert la porte, tout de suite, j'ai été fortement attaqué. Heureusement, je m'étais... Donc, dans des locaux qui sont peu fréquentés, attention, par exemple, les résidences secondaires. Vous arrivez dans votre résidence secondaire, il y a un nid de frelons dans une encoignure de porte, dans une fenêtre, derrière un volet, et vous ouvrez sans faire attention. C'est là que vous prenez le risque de vous faire... Cabanes aux outils de jardin, tout ça. Voilà. Donc, alors, la prédation sur les abeilles, elle est extrêmement forte au mois de... dès la mi-septembre, pratiquement jusqu'à fin octobre. C'est là qu'on a les très très grosses attaques sur les ruches, et ça peut aller jusqu'à la mort de certaines colonies si l'apiculteur n'intervient pas pour protéger ses abeilles. Voilà, en zone, vous voyez, en zone urbaine, on dit 66%, l'abeille constitue 66% de la ration alimentaire du frelon, 33% en zone rurale. Ceci étant, ne croyons pas que le frelon n'attaque que les abeilles. Il attaque les abeilles. Nous, apiculteurs, on sait qu'il attaque nos abeilles, donc on va prendre tous les moyens de défendre la colonie. Et en défendant la colonie, on arrive à perpétuer, à faire renouveler la colonie. Mais le bourdon, lui, on s'en fout. Il ne fait pas de miel, donc personne ne s'en occupe. Et le bourdon est un animal, un excellent pollinisateur. C'est un pollinisateur remarquable. Eh bien, le bourdon est en train de pâtir de la présence du frelon asiatique. On va voir disparaître, si ça continue, le bourdon et un certain nombre d'autres insectes, y compris les guêpes, d'ailleurs, qui sont assez souvent attaqués par le frelon asiatique. Donc on le retrouve très peu, sur la diapo précédente, on disait, il est essentiellement dans le milieu urbain, peu en campagne et très peu en forêt. Par contre, on va le retrouver en lisière de forêt, oui. Mais au milieu de la forêt, pratiquement, il n'y a pratiquement pas de présence de frelons asiatiques. Voilà. Invasif, il n'a pas de prédateurs. Il n'est pas connu des autres animaux. On pourrait espérer, par exemple, que la pie, le merle ou des oiseaux de ce type puissent s'attaquer aux frelons asiatiques. Ben, pour le moment, ce n'est pas avéré du tout. La pie commence à s'intéresser aux nids de frelons, même les mésanges s'y intéressent, quand le frelon est en décroissance. Quand la colonie est en train de disparaître, petit à petit, là, les oiseaux y vont parce qu'ils vont chercher les larves qui restent dans le nid. C'est de la protéine pour eux, ça les intéresse. Voilà. Mais il n'y a pas
aucun animal ne s'attaque véritablement aux frelons asiatiques. Les seuls prédateurs, ce sont les apiculteurs. Donc les attaques sur les abeilles sont signalées, mais qui s'occupe des bourdons? Le frelon crabreau, il a son rôle dans l'environnement. Le frelon crabreau, c'est un nettoyeur et il s'occupe de toutes les charognes qui peuvent traîner, l'intéressent. C'est un charognard. Et il a une fonction aussi, il mange des moustiques. Les moustiques peuvent nous déranger, le frelon s'en occupe. Il a son rôle dans l'environnement. Et par contre, il risque de pâtir de la lutte que nous menons sur le frelon asiatique. Malheureusement, on prend des frelons asiatiques dans nos pièges, on prend aussi malheureusement des frelons européens, alors que lui, il a son rôle. Alors, pourquoi le GDSA? Il faut détruire les nids. C'est la recommandation, je vous ai dit tout à l'heure, de Mme Royal auprès des préfets. Le problème, alors il n'a pas de prédateurs, le frelon asiatique, et le problème, c'est que les désinsectiseurs ne jouent pas toujours le jeu. Loin s'en faut. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure d'un nid de frelons qui était tombé dans la commune de Torcy. La commune de Torcy nous appelle. On a envoyé tout de suite un collègue qui est allé avec une bouteille de permétrine. Il a arrosé le nid de permétrine, il a ramassé tout ça dans un sac. Il était évidemment équipé, habillé pour ne pas se faire attaquer lui-même. On a facturé à la commune de Torcy 80 €. La commune de Torcy nous a sorti la facture, le devis qu'ils avaient eu d'un désinsectiseur. Il est affiché là, le devis, 1800 €. Voilà. Je ne l'invente pas, j'ai caché le nom du désinsectiseur pour ne pas lui faire honte, parce que depuis, je sais qu'il a été obligé de rectifier ses prix. Les désinsectiseurs ne jouent pas le jeu. Et ils attaquent très facilement à 450, 300, 450 €. À ce prix-là, un particulier qui a un nid dans son jardin, il réfléchit avant de sortir une somme d'argent comme ça. Il réfléchit, si c'est trop cher, tant pis, il ne fait pas. Hein, en plus de ça, ça ne le dérange pas au sol. Hein, donc, il recule. Voilà. Heureusement, ce n'est pas vrai de tous les désinsectiseurs. Il y a un certain nombre de désinsectiseurs qui sont parfaitement corrects et qui pratiquent d'ailleurs les mêmes prix que nous. Au maximum, on va facturer 150 €. Il y a un certain nombre de désinsectiseurs qui sont à 150 € également sur des nids secondaires. Les nids aériens. Voilà. Donc le GDSA Écharté Fredon. La Fredon, c'est l'institut qui s'occupe de tous les organismes nuisibles. Donc la Fredon va s'occuper de la chenille processionnaire, du moustique tigre, du frelon asiatique, mais également du raisin d'Amérique et des espèces invasives, et de défendre toutes ces espèces. Donc, quand on dit qu'on est Écharté Fredon, ça veut dire qu'on prend un engagement avec la Fredon de détruire les nids de frelons asiatiques, mais de les détruire dans des conditions convenables, c'est-à-dire de ne pas laisser de déchets nuisibles à l'environnement, et de s'attaquer aux frelons, mais rien qu'aux frelons, pas s'attaquer aux autres espèces qui pourraient tourner autour. Donc ça nous oblige à utiliser les produits qui vont bien, et notamment nous utilisons aujourd'hui de la pyrétrine, un mélange de pyrétrine et de terre de diatomée. C'est des produits qui ne sont pas nuisibles à l'environnement, qui sont un peu dangereux pour l'applicateur, parce qu'il ne faut pas respirer, notamment la terre de diatomée, ce n'est pas bon, mais on se protège, on met des masques, et si ça reste dans le nid, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. Voilà. Le nid est traité, détruit partiellement ou totalement. On essaye de ne pas détruire le nid trop vite, de telle sorte que les frelons qui sont en butinage puissent revenir au nid. Et si on laisse assez de produits dans le nid, les frelons qui reviennent au nid après le butinage, ils vont s'enduire de produits et ils vont mourir avec les autres. Donc on les détruit partiellement pour déstabiliser le nid, qu'il puisse continuer à se dégrader après. Voilà. Et si nécessaire, on fera un nouveau passage, parce que des fois, malheureusement, ils arrivent à reconstruire leur propre nid. Alors, un des moyens de lutte contre le frelon asiatique, c'est le piégeage. Si vous reprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le frelon, la mère fondatrice qui sort au mois de mars, avril, cette mère fondatrice, si elle est piégée,
une mère fondatrice piégée, c'est une colonie en moins. Ceci nous est contesté. Certains disent, oui, mais les mères fondatrices, quand il y en a une qui sort, elle va construire un nid embryon. C'est un effort très important de la mère fondatrice qui construit ce nid embryon. Une autre fondatrice arrive à côté, elle n'a pas eu l'effort à faire, elle va chasser la fondatrice qui a construit le nid et récupérer le nid tout fait. Elle a fait des économies en termes d'énergie et elle est capable de chasser l'autre. Voilà. Donc il semblerait qu'il y ait bagarre entre plusieurs fondatrices. Je ne corrobore pas à l'expérience. Je vous ai dit, on n'est pas scientifique, hein, ni Lionel ni moi, mais on observe, on regarde. Et j'ai trouvé, par exemple, dans un hôtel à insectes, j'ai retrouvé 3 nids embryons. 3 nids embryons. Donc il n'y a pas eu de bagarre entre les fondatrices. Chacune a fait son nid embryon. Voilà. Je n'ai jamais retrouvé des fondatrices mortes au pied des embryons parce qu'elles se sont battues devant le nid embryon. Je n'ai jamais vu ça. Mais il paraît, bon, certains le mettent en doute. En tout cas, chaque fois qu'on tue une fondatrice, en principe, c'est une colonie en moins. Le piège, par contre, il est contre-productif si on le laisse trop longtemps. C'est-à-dire, quand vous mettez votre piège en mars-avril, si vous prenez un frelon, c'est une mère fondatrice. Ça ne peut pas être autre chose. Hein? Par contre, vous le laissez, vous allez voir qu'au mois de mars-avril, il n'y a pratiquement pas d'autres insectes qui viennent dans le piège. Il n'y a que des mères fondatrices. Plus vous allez avancer en saison, plus d'autres insectes vont arriver. Des mouches, des guêpes, des frelons crabreaux, etc. C'est-à-dire d'autres espèces, même des papillons, qui vont rentrer dans les nids. Et là, on fait des dégâts sur la biodiversité qu'on n'a pas du tout vocation à faire. Et donc, moi, j'encourage fortement de se cantonner à mars-avril, point, pour les pièges des mères fondatrices. Il est possible qu'en mai, ce soit encore utile de piéger des fondatrices, mais on arrête en avril, comme ça on est sûr qu'on n'abîme pas la biodiversité. Donc, la difficulté dans la chasse aux frelons, c'est de repérer les nids. C'est très difficile de repérer les nids. Le petit nid embryon, c'est une tache blanche, il se voit encore assez bien. Mais quand on le voit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il y a des gens qui me disent, j'ai un truc là chez moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est bien souvent, ça va être un nid de frelon. Le nid embryon, il est tout petit. Hein. C'est quelque chose de pas habituel, on ne sait pas ce que c'est. Donc on n'ose pas y toucher. Appelez-nous et nous, on va s'en occuper très vite. Les nids primaires, après, quand ils sont dans les haies, vous avez des haies qui sont très serrées. Quand vous avez un nid de frelons asiatiques à l'intérieur, c'est très difficile à voir, très difficile à repérer. Par contre, il faut se mettre devant la haie, regarder la haie, et quand vous voyez des frelons qui rentrent et qui sortent toujours au même endroit, là, vous pouvez être certain qu'il y a un nid de frelons asiatiques derrière. Mais si vous voyez des frelons qui butinent, ça ne sert à rien, c'est des frelons qui se promènent, le nid, il n'est pas là. Détruisez pas l'arbre. Alors, malheureusement, on en trouve beaucoup dans les toitures, sous les tuiles, c'est assez difficile des fois à pouvoir les atteindre, dans les murs, dans les hangars, les garages, c'est très fréquent. C'est des endroits, alors, vous rentrez votre voiture, vous la sortez, mais vous n'allez pas au fond du garage. Le nid de frelon, il est là, il a l'habitude de votre va-et-vient, il ne va pas vous embêter, sauf si tout d'un coup, vous allez vous planter devant le nid et puis commencer à vouloir le détruire. Là, il se défendrait. Mais ils se mettent dans des endroits. J'ai vu une personne, elle avait un nid dans une haie, elle passait tous les jours le long de la haie, c'est-à-dire à 20 cm du nid, sans savoir qu'il y avait un nid à cet endroit-là. Donc le nid de frelon était habitué à son passage. C'est quand on a commencé à toucher à la haie que là, on s'est aperçu qu'il y avait un nid de frelon. Donc le piégeage est intéressant quand la mère fondatrice est seule, donc mois de mars-avril. Au-delà, il faut arrêter le piégeage. Voilà. Donc la position des nids secondaires, ça c'est la position tout à fait classique. Et vous voyez encore une fois, je vous disais, l'entrée du nid est toujours située vers le haut, vous la voyez parfaitement ici.
le nid, l'entrée du nid est tout en haut. Voilà, il faut donc les descendre. Des fois ça impose... Dans ce cas-là, c'était une nacelle de 40 mètres. Voilà, c'est Lionel qui a détruit ce nid-là. Il a fallu une nacelle. Hein. Voilà. Donc, tu es monté avec la nacelle. Je suis monté à 40 mètres avec. À 40 mètres, voilà. Et puis, tu t'es retrouvé avec le nid sur les genoux, en train de le traiter. Donc, il y a un autre piégeage que l'on pratique. Je vous ai dit le piégeage de printemps. Mais la tentation, c'est quand vous avez des ruches, vous êtes apiculteur, et que vous voyez les frelons qui se précipitent sur les ruches et qui sont en train de déranger la colonie, vous mettez des pièges pour essayer de bloquer le plus grand nombre de frelons possible. On remplit les pièges en le faisant, mais tous ceux qui ont mis des pièges à côté de leurs ruches se sont aperçus qu'il y a du frelon et plein d'autres insectes. Donc il y a d'autres procédés. C'est intéressant de piéger à l'automne, mais pas le piège à côté de la ruche. Le piège à côté de la ruche, le frelon se promène entre la ruche et le piège. Il est attiré par les deux. Donc en mettant des pièges à côté des ruches, on renforce l'attrait du rucher par rapport aux frelons asiatiques. Il faut les mettre plus loin, avec un appât fort, afin d'attirer le frelon asiatique à l'écart, au contraire, des ruchers. Alors, surtout en piégeage de printemps. Alors, en piégeage de printemps... En piégeage de printemps, évitez absolument les ruchers. Oui. Parce que les frelons trouveront suffisamment vite les abeilles. À la limite, on leur donne, on leur indique là où il faut aller. Hein. Alors, voilà, le piège. Le piège, notamment pour le printemps, une bouteille, voilà, ça ne coûte pas cher. Vous avez tous des bouteilles d'eau minérale, 2 trous dans le haut de la bouteille, et vous mettez de l'appât dans le bas, 4-5 cm d'appât dans le bas. Il y a des pièges très sophistiqués. Il y en a qui vendent même des pièges. Très chers. Il y en a qui font des bouteilles, on coupe en deux, on retourne le goulot, on met un chapeau par-dessus, etc. C'est une construction longue et fastidieuse, et finalement, on finit par ne pas le faire. Le problème, 2 trous dans une bouteille comme ça. Vous accrochez ça à cette hauteur, et vous mettez l'appât. L'important, c'est de mettre le bon appât. Un bon piège, c'est un piège qui est alimenté avec un appât correct. Si vous mettez du sirop, par exemple, là, vous allez attirer plein d'insectes. Mais si on met un mélange de sirop, de bière et de vin blanc à part égale, bière, vin blanc et sirop, pratiquement, le piège ne va attirer que du frelon asiatique ou à peu près. Et en plus, on va même constater que quand 10 frelons sont rentrés dans le piège, il n'y a plus aucun autre insecte qui y va. Ça se remplit très vite et il n'y a plus d'autres insectes qui y vont. Donc c'est important, bière, sirop, vin blanc. La bière, le sirop, la bière et le vin blanc contiennent de l'alcool. Cet alcool va s'évaporer. Au bout de 8 jours, l'appât n'est plus efficace. Il faut le vider, remettre de l'appât et repartir pour un tour. Voilà. Alors, si possible, en gardant quelques frelons. S'il y a des frelons morts dans le piège, il faut les laisser dans le piège. Le frelon mort attire le frelon vivant. Voilà, vous voyez, ça c'est la bouteille plus sophistiquée. On retourne le goulot. Il faut mettre un chapeau, parce que si on ne met pas de chapeau au-dessus du goulot, c'est un pluviomètre. Et donc on attire l'eau. L'eau va se mélanger à l'appât et diluer l'appât, ce qui rendra moins efficace le piège. Donc la bouteille, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ici, il y a trop de trous. Les 2 trous. 2 trous, ça suffit. 2 trous opposés en haut de la bouteille. Voilà. Il y a un piège qui est très efficace. C'est le piège qu'un fabricant de produits qui fabrique ce piège. Il est très efficace. Pourquoi ? Parce que le frelon va rentrer dans le haut. Il y a un trou en haut.
le frelon va rentrer parce qu'il sent l'odeur de l'appât, il rentre dedans et il va chercher la sortie là où il voit la lumière. Là où il voit la lumière, il n'y a aucune sortie, donc il n'arrivera jamais à sortir. Il ne ressortira pas par le haut, il ne voit pas la lumière, donc il cherche. On le voit tourner tout autour du pot, et il ne s'en sort pas. Ce piège est très efficace, simple et très efficace. Après, les autres pièges, moi je conseille, même celui-là, moi, chaque fois que j'ai utilisé, c'est le piège cloche qu'on utilise pour les guêpes, etc., mais j'ai toujours retrouvé beaucoup d'autres insectes et beaucoup moins de frelons asiatiques là-dedans. Donc je ne le recommande pas plus que ça. Voilà, bière, vin blanc, sirop. Quand vous avez le doute, vous voyez un objet non identifié, vous vous dites ça doit être du frelon. D'abord, l'observation, si c'est du frelon, vous allez voir à un moment donné le voyage de frelons qui rentrent et qui sortent. Vous appelez un apiculteur, il saura tout de suite reconnaître si c'est le frelon asiatique parce que tous les apiculteurs connaissent le frelon asiatique. La FROSAIF, qui est la fédération des groupements de défense sanitaire apicole de toute la région Île-de-France, a un site sur lequel elle vous adressera tout de suite à des insectiseurs efficaces. Le groupement de défense sanitaire apicole de Seine-et-Marne, donc nous intervenons, nous, mais on fait intervenir un certain nombre de désinsectiseurs qui sont comme nous chartés fredons, donc qui ont pris les mêmes engagements en termes de sauvegarde de la biodiversité et qui pratiquent des prix raisonnables et qui ne laissent pas traîner ce qu'ils font. Voilà, il faut faire très attention. Nous, on a une dizaine maintenant de désinsectiseurs avec lesquels nous travaillons régulièrement. On les envoie faire les interventions pour notre compte. Voilà. En cas de doute, contactez un apiculteur, il saura toujours vous renseigner. La destruction des nids, donc en hauteur, tiens, tu peux sortir la tenue. Non, la tenue. On se met une tenue, c'est une véritable carapace, elle doit peser 5 ou 6 kilos, extrêmement épaisse, c'est un tissu de coton très, très serré. Je peux vous dire que quand vous êtes dans cette tenue-là, vous avez un peu l'impression d'être bibendum. Et en général, on s'en sert quand il fait chaud. Quand il fait chaud là-dedans, c'est une étuve. Mais je peux vous dire qu'avec cette tenue-là, j'ai subi des agressions de nids de frelons impressionnantes. On les voit, ils viennent, ils vous tapent sur le grillage. Jusque-là, je n'ai jamais eu d'incident. Mais sans cette tenue-là, c'est impossible d'aller traiter un nid de frelons, sauf à prendre des dangers importants. Surtout dans les nacelles. Les pompiers n'interviennent pas sur les nids de frelons asiatiques. Donc, ils ne connaissent pas bien le frelon asiatique. Ils sont parfaitement capables de s'y mettre, mais on ne leur a pas demandé de s'y mettre, puisque, je vous ai dit, le nid est à la charge de celui qui héberge le nid. Donc, les collectivités ne demandent pas aux pompiers d'intervenir. Donc, les pompiers, ils nous appellent nous. Voilà. Mais on s'est calé, par contre, à peu près sur le tarif des pompiers quand ils interviennent sur des nids de guêpes ou des nids de frelons européens, parce que nous ne traitons que les nids de frelons asiatiques, aucun autre. Donc, il y a plusieurs techniques. Quand on est à hauteur d'homme, on a des pulvérisateurs. Voilà un pulvérisateur à poudre. Dedans, on met le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la pyrétrine. Donc, c'est le pyrètre, c'est un produit naturel avec de la terre de diatomée. Et on pulvérise sur le nid et dans le nid, de telle sorte qu'on traite le nid de frelons. En hauteur, alors jusqu'à 10-15 mètres, on a des perches, donc des perches qui montent jusqu'à plus de 20 mètres. Et donc, on va aller porter, avec le même pulvérisateur, on va aller porter le produit dans le nid en hauteur. Heureusement, ce sont des perches qui sont relativement légères, mais je peux vous dire que quand vous avez 15 mètres, il faut vraiment la tenir.
Voilà. Au-delà de 15-20 mètres, et dans certains cas, par exemple, quand vous avez un nid dans un sapin, le sapin est très dense tout autour, vous ne le voyez pas le nid quand vous êtes au pied du sapin. Il faut vous mettre à l'écart pour apercevoir le nid. Mais à l'écart, vous ne pouvez pas le traiter, donc il faut vous rapprocher, et là, c'est difficile à monter. Donc là, tir au paintball, où on demande à la collectivité de prendre une nacelle, et on intervient en montant dans la nacelle. Voilà un nid, vous voyez, pour vous donner l'impression, c'est un nid que j'ai descendu dans une collectivité qui voulait récupérer le nid parce que ça les intéressait d'avoir le nid comme ça en modèle. Donc ils m'ont monté avec une nacelle pour couper la branche et descendre le nid dans le meilleur état possible. Mais vous voyez quand même la dimension d'un nid, ce n'est pas un gros nid. Hein. Voilà. Donc une remarque, et j'en terminerai là, c'est que pour intervenir sur les nids de frelons, c'est un peu trompeur parce que plus d'une personne a réussi à intervenir pour enlever un nid de frelon européen. Le frelon européen, il rentre dans son nid la nuit, il est dans le nid. Si vous venez avec une bonbonne insecticide, vous projetez de l'insecticide dans le nid de frelon européen, tout le monde est mort, tout le monde est traité et vous n'êtes pas piqué. Vous vous approchez d'un nid de frelons asiatiques à 2 heures du matin, ils sont tous sur le nid. Et vous n'avez pas le temps de vous approcher du nid, avant d'avoir sorti votre bombe insecticide, vous êtes déjà piqué. Donc il faut un nid de frelons asiatique. Je recommande de ne jamais intervenir si vous n'êtes pas équipé, si vous n'avez pas la connaissance du frelon asiatique, c'est trop dangereux. Il y a eu des accidents et il y en aura encore malheureusement. Il est arrivé, certaines personnes s'en sont sorties et ont traité un nid de frelon, mais une fois ça pourra peut-être marcher, et puis 10 fois à côté ça ne marchera plus. Voilà. Alors, si vous avez des questions. Un grand merci pour cette présentation qui était très claire et moi j'ai trouvé très très complète, je vous félicite. En plus avec la démonstration avec le matériel qui est toujours intéressant à voir. J'ai été assez surprise dans ce que vous avez dit par le fait que vous disiez que les frelons asiatiques étaient urbains. C'est quelque chose qui m'a surprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi sont-ils urbains? Pourquoi sont-ils urbains? Parce que vraisemblablement, on a beaucoup de déchets. Et dans les déchets, il y a des sources de protéines importantes. Et donc, le mode de vie que nous avons les uns et les autres est un mode de vie qui est sympathique pour le frelon. Donc, il vient à côté de nous chercher tous nos déchets. Hein, et toutes donc les sources de protéines. Il va fouiller dans le compost, dans les poubelles. Voilà. D'accord. Donc, c'est les protéines qui l'intéressent. Et je voulais savoir aussi, donc vous avez commencé la présentation en disant que effectivement le frelon asiatique a priori venait de Chine. Donc je voulais savoir s'il avait des prédateurs en Chine. Oui. Alors est-ce qu'ils sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire Non. Il y a alors 2 choses. D'abord, en Chine, il y a des abeilles aussi. Et les abeilles chinoises savent se défendre contre le frelon asiatique. Ce n'est pas la même abeille que la nôtre. Il y a beaucoup de sortes d'abeilles. Notre abeille ne sait pas se défendre, elle ne le connaît pas. Et donc, l'abeille chinoise, elle va sortir en masse et venir entourer le frelon qui vient devant la ruche. Alors, c'est vrai quand il y a un frelon devant une ruche, mais quand il y a 10 frelons devant une ruche, l'abeille chinoise, elle est comme l'abeille française. Elle aura du mal à s'en sortir. Par contre, il y a une mouche, notamment, qui pond dans le frelon. Et quand l'œuf qui est pondu dans le frelon, quand il va grossir et la larve se développer, le frelon meurt. Voilà. On ne va pas importer la mouche. C'est la solution. Elle risquerait de pondre ailleurs que dans le frelon. Je crois qu'il ne faut pas qu'on joue les apprentis sorciers. Déjà, je dirais que le frelon est un produit de la mondialisation. Je ne m'inscris pas contre la mondialisation en disant ça. D'abord, ce serait stupide. Mais les échanges internationaux font qu'on échange des espèces, malheureusement, et que certaines fois, ça provoque des vrais problèmes.
Le frelon fait partie de ces problèmes-là. Donc, ce qu'on peut espérer, d'ailleurs le Muséum d'histoire naturelle nous dit ne luttez pas trop contre le frelon, parce qu'il s'installe et petit à petit, des prédateurs vont se révéler et vont petit à petit réguler la présence du frelon. Aujourd'hui, le frelon asiatique, il est présent en France, on ne va plus l'éradiquer, c'est trop tard. Il est là. Donc il faut qu'on apprenne à faire avec. Il faudrait que des prédateurs se déclarent. On espère tous les jours qu'il va s'en déclarer. Il y a des champignons qui peuvent s'attaquer, qui s'attaquent des fois à nos colonies d'abeilles. Ils peuvent parfaitement s'attaquer aux colonies de frelons. Il y a des oiseaux qui peuvent s'y attaquer, etc. Petit à petit, ça devrait pouvoir se réguler. Le Muséum d'histoire naturelle, il nous dit en fait, plus vous luttez contre le frelon, plus vous retardez cette arrivée de prédateurs. C'est gentil, mais nous, on n'a pas le temps parce que nos abeilles, elles n'ont pas le temps. C'est comme l'immunité collective, quoi. Est-ce qu'on doit partir là-dedans, dans l'immunité collective ou pas? Donc, voilà, oui, tout à fait. Donc, pour dire, le Muséum d'histoire naturelle en est à dire, bon, on comprend que vous luttiez contre le frelon, ils sont pas plus bêtes que nous, hein. On comprend que vous luttiez contre le frelon, mais bon, voilà la tendance, c'est dire, il est là maintenant, il va faire partie de notre biodiversité, il faut essayer de vivre avec. Donc finalement, vous vous inscrivez dans une position un peu intermédiaire. Vous dites, effectivement, il faut les piéger, mais seulement à une certaine période de l'année, que vous avez dit. Enfin, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tenu absolument à faire cette réunion en cette période de l'année, au mois de mars, puisque ça a un sens de piéger les mères fondatrices à ce moment de l'année. Après, vous déconseillez finalement que les pièges soient installés trop longtemps dans les jardins, puisqu'elles vont attirer d'autres espèces. C'est impératif, fin avril, on retire les pièges. Fin avril, d'accord. Même si certains pourront le dire, pendant le mois de mai, il n'y a encore que les mères fondatrices. C'est possible. Mais on respecte la biodiversité. Fin avril, on retire les pièges. On en aura pris un certain nombre, ça aura allégé la pression. Et après, on mènera la lutte contre les nids. Voilà. Par contre, je voulais dire quand même qu'il y a une chose qui est intéressante. On est dans la commune de Bois-le-Roi. La commune de Bois-le-Roi a compris le sujet, a compris que finalement, on allait pouvoir équilibrer la présence du frelon asiatique à la condition qu'on se serre les coudes tous. Et la commune a accepté de passer une convention avec le groupement de défense sanitaire apicole en disant on prend en charge tous les nids. 80% des nids sont sur le territoire public ou semi-public. Donc, par nature, à charge de la collectivité. Les 20% restants sont dans les propriétés privées. La commune prend tout en charge. Tout le monde, à ce moment-là, est solidaire dans la lutte contre le frelon. C'est le bon exemple et c'est un bon moyen de participer à la lutte. Tout à fait. Et merci de le rappeler. Effectivement, donc la mairie de Bois-le-Roi a passé une convention avec le GDSA pour demander en fait la destruction des nids des frelons asiatiques. Donc voilà, je voulais signaler à tous les bacos que si vous constatez, donc puisque à présent on a appris ce soir à reconnaître les nids de frelons asiatiques et le frelon asiatique, si vous avez l'impression qu'il y a des nids dans vos jardins, n'hésitez pas. Appelez la mairie de Bois-le-Roi et nous nous chargerons de contacter le GDSA pour demander la destruction. Et effectivement, ça me paraît très important, c'est une action concrète. Parce que n'oublions pas, une phrase célèbre dit que nous ne survivrons pas à la destruction des abeilles, pour cause. Donc, s'il y a un prédateur des abeilles, il faut effectivement agir là-dessus. Et je pense que c'est bien sûr la raison pour laquelle le GDSA, le groupement de défense des abeilles, s'est mobilisé sur cette question. Il est classé danger sanitaire de seconde catégorie pour les abeilles. Voilà, donc, tout à fait. Donc, voilà, soyons sages, soyons solidaires, comme vous disiez, tous ensemble, et donc soyez vigilants. Regardez autour de vous et n'hésitez pas à nous signaler la présence de nids de frelons asiatiques pour que le GDSA puisse intervenir. Alors, merci à tous. Soyez vigilants et prudents. Ne touchez pas les nids. Et bien sûr, appelez un apiculteur pour le reconnaître. Et souvenez-vous effectivement des précieux conseils. Il est absolument déconseillé, voire interdit de s'approcher de ces nids car dangereux.
Voilà. Et alors, bien sûr, je tiens à remercier Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine qui a capté en fait ce soir cette conférence. Merci beaucoup, Marc, et merci aux autres qui étaient présents pour filmer cette soirée. J'espère que, nous allons plutôt la diffuser aussi, elle sera disponible par ailleurs, autrement que ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, donc la mairie ou le GDS. Voilà, au nom de la mairie, je voulais vous remettre un petit cadeau. Pour vous remercier de cette très intéressante et passionnante conférence. Eh bien, écoutez, merci. Et vous remercierez, Monsieur le maire, de notre part. Et remercier encore le... Merci à vous, Monsieur Clerc. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à tous. La mairie d'avoir passé la convention.